Bonjour à toutes et à tous. Je suis Elisabeth Lapostole, j'ai 51 ans, je suis ici pour témoigner. Mon intervention se déroule en 3 axes. La genèse des actions de l'ombre, le monde combattant et les assistances aux victimes depuis plus de 30 ans. Afin de respecter le programme, j'ai choisi de ne pas répondre aux questions aujourd'hui, mais il sera toujours possible d'organiser une prochaine rencontre. Je vous remercie par avance de votre intérêt, de votre qualité d'écoute et d'avoir répondu présent à notre invitation, car il est de notre devoir, à toutes et à tous, femmes et hommes, d'être solidaires dans ce même combat. Il est urgent de se concentrer sur la réalité du terrain et de penser à nos sœurs, à nos filles et à nos petites filles demain. Je vais vous raconter sans langue de bois l'histoire de combattantes civiles, dont je fais partie, qui doivent agir dans l'ombre pour mener à bien leur combat. Comme cet exercice de style de s'adresser au public n'est pas ma tasse de thé, j'ai demandé à Marc Feldin, comédien, artiste aux multiples talents, actuellement en tournée en duo avec From Tutu Bobby Lapointe, de m'aider pour cette intervention. En seconde partie de mon témoignage, Marc a proposé de vous faire découvrir la lecture du texte Une femme non rééducable de Stefano Massini, qui est un hommage à Anna Politkovskaya, une journaliste russe, militante des droits de l'homme, qui a été assassinée le 7 octobre 2006 à Moscou. Après mon passage télévisé sur France 2, le 20 novembre dernier, à l'occasion des 30 ans de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant, j'ai répondu présente aux actions engagées d'Henriette Planchon et des femmes du collectif Elle, en partenariat avec notre ville de Marseillan. En cette journée particulière du 8 mars, consacrée aux droits des femmes et des filles, il m'est paru important de remettre l'humain au cœur des débats, d'éveiller les consciences et de sensibiliser, d'encourager une nouvelle fois les victimes à prendre leur parole, à dénoncer l'innommable, à témoigner pour avancer, à faire valoir leurs droits, de les motiver à se faire aider et à se reconstruire en tant que survivantes, de leur confirmer qu'elles ne sont pas seules et sans solution. À mes côtés se trouve Monsieur Détroit du domaine des éclaireurs, qui est mon binôme indissociable d'assistance depuis maintenant 12 ans. Nous portons toute l'année le orange et le violet, qui sont les couleurs désignées contre les violences faites aux femmes et aux filles. Nous sommes des combattants civils. Nous œuvrons bénévolement, soit dans l'ombre pour préserver l'anonymat et la sécurité des personnes assistées, soit dans la lumière quand nous sommes en cynothérapie et médiation animale auprès de nos amis les résidents des unités protégées et des EHPAD, dont celui de Marseillan. Monsieur Détroit, qui m'a sauvé la vie auprès de lourdes séquelles, au prix de lourdes séquelles, d'où sa particule monsieur, est spécialisé en sécurité et en utilité, notamment en assistance aux personnes cérébro-lésées, Alzheimer, troubles dégénératifs, ainsi qu'auprès de personnes handicapées, post-traumatisées et victimes de violences. Ses formations en médiation animale et son empathie naturelle permettent la verbalisation, la remontée des souvenirs et l'apaisement général. Pour ce qui me concerne, mon histoire est bien différente des témoignages précédents. Comme vous allez l'entendre, elle est très singulière. Il y a plus de 30 ans, elle est devenue une mission de vie, un sacerdoce. Aujourd'hui, elle est surtout une force et une évidence. Par le passé, j'étais assistante de direction, puis praticienne en désensibilisation des mémoires émotionnelles. J'ai toujours été une bénévole de terrain et une citoyenne très engagée. Je suis surtout une survivante. Handicapée, j'ai pris perpétuité. Pendant 48 ans, j'ai été condamnée au silence, ce qui préservait mes bourreaux, leurs complices actifs et passifs, tout le temps leur assurant une bonne réputation, la conservation des secrets familiaux, leur confort et leur prétendu bon droit pour que les immondismes de leurs actes ou de leur complicité ne soient pas portés à la connaissance des générations suivantes. Cette condamnation au silence, au nom de la sacro-sainte famille, a permis à tous les protagonistes d'éviter de se retrouver derrière les barreaux pour non-assistance à mineurs en danger, 20 ans de séquestration aggravée, atteinte volontaire de torture et d'actes de barbarie, viol avec violence aggravée qu'ils m'ont fait subir ou laissé subir.
J'ai eu l'autorisation de parler, par ma mère, complice active par soumission et survie, uniquement en 2016, à la suite d'un AVC, car elle refusait d'être prise en charge en suivi psychologique depuis 1991 et au centre de rééducation qu'elle venait d'intégrer. Je suis enfin née, à 48 ans, le jour où nous avons toutes deux été entendues par 2 juges des tutelles qui ont mis en place des mesures d'urgence pour me venir en aide après des décennies de cauchemars, d'esclavage moderne, d'exploitation familiale, d'épuisement, de silence et de sacrifice jusqu'au handicap et une condamnation aux dépens. Sur les 6 protagonistes, 2 sont encore vivants. Aujourd'hui encore, je suis sous le coup des prescriptions pour une majorité des faits et de la non-représentation de mes bons droits à la succession bloqués depuis 15 ans. En tant que victime, j'ai même été jugée et condamnée, irrecevable et aux dépens par erreur d'un avocat. J'ai été interpellée par des gendarmes, mis sous enquête pendant 8 mois, enquête qui a bien évidemment fini par être classée sans suite. En guise de dédommagement et intérêt, mon avocat s'est mis d'urgence à la retraite et les 24 autres contactés ont refusé en bloc le dossier nécrosé par leurs confrères. A fortiori, c'est un jugement et une injuste condamnation que je porte à vie, avec tous les préjudices moraux en plus de tout le reste. C'est vous dire, mesdames, messieurs, l'étendue de la non-représentation des bons droits des victimes survivantes en France, notamment des femmes et des filles, qui, comme moi, prennent d'office perpète, en plus des traumatismes avec lesquels elles doivent continuer à survivre, tandis que nos bourreaux et leurs complices se pavanent avec le consentement de la justice qui les incite à récidiver en toute impunité. J'ai hésité un moment avant de vous lire les énoncés qui suivent, mais objectivement, il est de mon devoir d'éveiller les consciences à la réalité et non de nourrir l'aveuglement ou le déni. Cependant, pour vous préserver, j'ai tronqué certains détails concernant les actes de cruauté vécus qui pourraient vous sidérer sur l'immondisme humain toujours d'actualité. Il y a un mois, sur les supports informatiques créés à cet effet, j'ai reçu un SOS d'un autre département, auquel j'ai bien sûr répondu. Il émanait d'une jeune fille qui vivait actuellement une partie de mon histoire d'il y a 32 ans. Séquestrée, déscolarisée, violence en tout genre, armes à feu, agression sexuelle, contrainte au devoir domestique, au silence et à vivre dans la terreur sans aucune assistance. Comme vous pouvez l'entendre, 3 décennies plus tard, rien n'a changé. Tout reste à faire, c'est dire que l'heure est grave. Vous l'aurez compris, je pourrais bien évidemment vous raconter ma vie pendant des heures, et croyez-moi, il y a matière. Ce fait divers qui n'a jamais été publié dans les journaux, le fou de Montesson, forcené, armé et la maison de l'enfer dans laquelle j'ai survécu, l'immondisme que j'ai subi 20 ans en captivité dans un bunker moderne, la séquestration, la militarisation poussée à son extrême, les sévices en étant mis en joue, les sanctions, les actes de cruauté tous aussi tordus les uns que les autres, l'objectisation, les négligences et le manque d'humanisation à leur comble, l'inceste, les viols, l'esclavagisme, la peur constante. Cette mère, ma mère, qui en captivité m'offrait en pâture pour ne pas subir les coups et davantage, ou bien encore les horribles punitions qu'elle exécutait sous les ordres de mon père qui la terrorisait. L'impuissance des voisins qui préféraient déménager, le blackout des élus en place, les 3 interventions des forces de l'ordre infructueuses, 2 quand j'étais en captivité, une dernière en 1991 qui a déclenché mes actions d'extraction pour sauver ma mère. Tout comme je pourrais également vous expliquer ce jour où toute jeune j'ai réalisé que personne ne nous viendrait jamais en aide. L'abnégation et l'éventualité d'y laisser la peau pour éviter tout autre dommage collatéraux. L'assistance aux premières victimes dès 1985 qui a enclenché mon propre départ 3 ans plus tard à 20 ans. L'organisation de ma fuite, celle de ma mère, les planques pour qu'elle garde la vie sauve, la genèse de mes activités de l'ombre et la création de mon tout premier réseau en 1991, constitué comme aujourd'hui d'amis sûrs en région parisienne, les 2 années de marasme à organiser le divorce de mes propres parents du haut de mes 23 ans,
en essayant d'échapper aux assauts de mon père violent et armé, tout en protégeant mon premier enfant en bas âge. Les quelques décennies où j'ai eu ma mère à charge, dépendante, H24, sans salaire, sans point de retraite, sans reconnaissance, sans santé et bien sûr sans vie privée. Alors qu'il n'existait en France ni ailleurs aucune structure capable d'accueillir des survivants de longues séquestrations comme nous. Je pourrais vous détailler les innombrables séquelles des coups subis à l'enfance, savamment portés pour rester invisibles, poumons atrophiés, dentition, vision, audition, et j'en passe. Les hospitalisations à répétition à partir de 2 ans et demi sans aucun signalement des médecins, les 4 années d'hôpital dont l'année en déplacement fauteuil roulant, les traitements lourds et les effets secondaires qui perdurent encore aujourd'hui, ce même nombre d'années où je n'ai reçu aucune visite de personne, totalement oublié, paralysé sur un lit d'hôpital entre les 4 murs d'une chambre, tandis que ma mère toxique s'accaparait mes propres enfants en m'effaçant de leur mémoire et en me réduisant à l'état d'une simple logisticienne quand j'ai pu enfin rentrer à la maison. Les 10 années de chimio adaptées qui ont suivi et les complications, les 2 grossesses souhaitées, traumatisantes, l'une en captivité, le ventre bandé, l'autre paralysée, et la perte de 4 enfants désirés, déformés par les chimies lourdes administrées et l'endométriose. Les 27 opérations dont 2 réparatrices, la polyarthrite rhumatoïde fulgurante, déclenchée par stress post-trauma complexe dit de guerre, la maladie chronique, les poussées inflammatoires extrêmement douloureuses qu'aucun traitement ne calme, les mises au placard, l'indifférence, le rejet, les abandons, les jugements par incompréhension de la maladie, du handicap invisible ou par des dénis volontaires. Je pourrais aussi vous sensibiliser sur l'errance médicale, la complexité du stress post-trauma sévère, à l'identique d'un soldat en captivité torturé, qui est une traversée du désert assortie d'une multitude de symptômes et d'états émotionnels qui handicapent considérablement toutes les situations quotidiennes de la plupart des victimes survivantes et des anciens combattants. Ou bien encore, vous parlez de l'amour familial sous condition, de la honte, de la culpabilité, de la trahison, et des profondes injustices qui sont tatouées dans la chair et dans les esprits de toutes les victimes, par leurs agresseurs et par leurs complices, pour nous garder à leur merci et nous contraindre au silence à vie. Car non, là encore, mesdames, messieurs, on n'en sort pas indemne, après 20 années de captivité dans la maison des horreurs, même si tout semble invisible depuis votre fauteuil, quand je me tiens là, digne et debout, devant vous. J'aurai aussi matière à partager avec vous pendant d'autres heures le bénévolat que j'ai débuté très tôt, les heures d'alphabétisation de familles portugaises, les aides aux personnes hébergées par les diocèses, l'aventure Handichien, celle des femmes de la VMEH de Béziers qui visitent les malades, tous les outils à chercher et à mettre en place pendant 25 ans d'un autre parcours santé de combattante, les super praticiens, personnels soignants, urgentistes et structures où j'ai cheminé seul et où je dois encore me rendre, la reconstruction par l'art-thérapie, les thérapies de pleine conscience, les régressives, les thérapies brèves, les verbalisations, l'écriture, la photo, les méditations, etc. Mais aussi les orthèses, les prothèses, les lits médicalisés, les fauteuils roulants, les béquilles, les aides ergonomiques adaptées pour la polyarthrite et tant d'autres outils mis en place pour faciliter mon quotidien.